Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Elle marchait seule dans le désert. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Travaillant tard un soir, préparant une comparution au tribunal le lendemain matin, j'ai été quelque peu surpris par le souffle soudain de l'odeur longtemps oubliée mais suprêmement familière de l'air du désert. Une odeur fantôme. Je me trouvais à Boston, loin, très loin du désert de chez moi. Je ne saurais dire pourquoi cette odeur m'est apparue, mais elle m'a rappelé un souvenir fort et troublant. Lorsque j'étais à l'université, j'ai vécu une expérience remarquablement bouleversante. J'avais 24 ans. J'étais pratiquement fauché et je conduisais une vieille voiture qui m'avait été léguée par plusieurs anciens propriétaires. J'étais pourtant un bon garçon. Je n'ai jamais eu d'ennui et lorsque je rentrais chez moi le week-end, je vivais encore avec mes parents. Ils étaient toujours contents de m'avoir, même si papa menaçait de transformer ma chambre en salle de jeu. En plus, les machines à laver et la nourriture étaient gratuites. Selon moi, il n'y avait rien de mieux que les macaronis au fromage faits maison par ma mère. Il n'y a toujours rien de mieux. Je réussissais bien dans mes études et je préparais un diplôme de travailleur social avec une spécialisation dans la défense des enfants. Ma mère disait que j'étais né pour servir. La nuit où cela s'est produit, je rentrais de l'école en voiture en direction de la maison. Le trajet durait environ 3 heures et comprenait une très longue portion de route désertique, une route solitaire, surtout la nuit. Cela m'a toujours un peu effrayé, alors j'essayais généralement de traverser cette zone avant que le soleil ne se couche et ne laisse la route dans un noir d'encre. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à voir pendant le trajet. Quelques broussailles éparses sur le bas-côté de la route, parfois du sable glissant sur le revêtement noir, agité par un souffle d'air chuchoté, et de temps en temps, une autre voiture. Avec les fenêtres baissées, comme c'est généralement le cas, je pouvais sentir la créosote et la sauge du désert. C'est grâce à l'air sec et parfumé que je savais que j'étais presque à la maison. J'avais l'habitude de mettre la radio à fond pour me distraire de l'ennui. Cet après-midi-là, j'avais commencé tard le voyage. Si bien que lorsque je suis arrivé dans le désert, les ombres traçaient déjà de longues lignes violettes sur les broussailles et les rochers, et le soleil couronnait d'or les falaises qui se dressaient devant moi. Assis au volant, j'ai été transporté dans le passé, happé par les souvenirs que l'odeur fantôme apportait avec elle. J'ai vu l'oisillon marcher sur la longue route à environ 1 kilomètre de distance. Cette route désertique, si droite, si ennuyeuse, je l'ai vue immédiatement. Elle n'était pas à sa place. Une tache sur un radar par ailleurs vide. Même de loin, je savais que c'était une femme. Je savais aussi qu'elle ne serait pas ici, à moins qu'il y ait un problème. Mon esprit a assimilé tout cela assez rapidement et j'ai décidé tout aussi rapidement de m'arrêter pour voir si je pouvais l'aider. Je suis un type bien, vous savez. Enfin, j'essaie de l'être. En m'approchant, j'ai vu le sac à dos. Ses longs cheveux blonds, coiffés en queue de cheval, tombaient sur le sac comme une houppe. Des chaussures de randonnée. De dos, c'était quelque chose, c'était sûr, mais j'avais envie de voir son visage. Ne serait-ce pas génial de sauver une belle demoiselle en détresse sur une longue route désertique ? J'ai coupé la radio et j'ai commencé à fredonner Hôtel California. J'ai roulé jusqu'à m'arrêter devant elle et j'ai attendu qu'elle s'approche, les mains bien visibles sur le volant. La nuit tombait rapidement et même si les sommets des collines lointaines étaient encore assez clairs, la lumière était plutôt faible et violacée sur la route. Je ne voulais pas l'effrayer en sortant de la voiture. Vous comprenez, un type étrange, au milieu de nulle part, des ombres longues et effrayantes. On dirait l'intrigue d'un mauvais film de série B. Quoi qu'il en soit, elle s'est rapprochée de la voiture, puis l'a frôlée, comme si elle n'était pas là. Elle a commencé à avancer. Même rythme. Les bottes mettent de la distance entre elle et l'endroit où elle se trouve. Elle se déplaçait sans aucun doute. À ce moment-là,
j'ai sauté de ma voiture. « Hé !» j'ai crié. « Ça va ?» Elle s'est arrêtée, a tourné la tête et m'a regardé comme si elle était confuse. Elle m'a dit « Oui, pourquoi ?»« Eh bien, j'ai pensé que vous aviez peut-être besoin d'aide. Vous savez, comme une balade ou quelque chose comme ça. » J'ai dit. Elle m'a répondu « Non, je vais bien, merci quand même. » Elle s'est retournée, la queue de cheval se balançant, et a continué son chemin. Je suis resté là comme un idiot à la regarder s'éloigner, et je ne savais pas quoi faire. Le désert était très sombre la nuit. Il y faisait assez froid, même en été. Certes, elle ne semblait pas préoccupée par sa situation, et son sac à dos avait l'air bien rempli. Je devinais qu'elle avait probablement du matériel de camping. Peut-être qu'elle s'en sortirait, mais je n'aimais pas vraiment l'idée de la laisser ici. Ça m'embêtait, vous savez. Je trottinais un peu pour la rattraper. « Encore toi ?» me demanda-t-elle en me jetant un coup d'œil en coin. Elle n'a pas tourné la tête cette fois-ci, et elle ne s'est même pas arrêtée de marcher. « Je suppose que c'est encore moi, ouais ?» ai-je répondu. « Mais qu'est-ce que tu me veux ?» demanda-t-elle. « Comme je te l'ai dit, j'ai pensé que tu avais besoin d'aide. Il commence à faire sombre, comme vraiment sombre, quoi. Le désert n'est pas très accueillant la nuit et la prochaine ville n'est pas à plus de 100 kilomètres. T'es sûr que t'as pas besoin qu'on t'emmène ? Je te promets que je suis pas un mec bizarre. »« Je te promets, je vais vraiment bien, » dit-elle en se moquant de mon ton. « Bon, d'accord, si t'es sûr de toi, hein, » dis-je, le doute s'insinuant dans ma voix. « Mais oui, je suis sûr. Allez, à plus tard. » a-t-elle dit, me mettant clairement à l'écart. Puis elle a continué à marcher. Je me suis retourné vers ma voiture, qui était plus loin que je ne le pensais. Est-ce qu'on avait vraiment été aussi loin ? J'ai haussé les épaules et j'ai trottiné, un peu plus vite qu'avant, jusqu'à ma voiture. La fille était jolie, mais pas du genre à vous en mettre plein la vue. Elle semblait dure d'une certaine manière. Peut-être qu'elle avait eu une vie difficile. Je suis resté ici au volant de ma voiture pendant quelques minutes à réfléchir. Est-ce que je la laissais ici ? Est-ce que je la suivais ? Je veux dire, ce n'est pas comme si elle ne savait pas que j'étais là, mais ça me rassurerait de savoir qu'elle était en sécurité. Mais putain, encore 100 kilomètres jusqu'à la prochaine ville. Même à son rythme, qui était plutôt rapide, cela prendrait une éternité. Ce désert était inquiétant la nuit. Est-ce que je devais la croire sur parole et continuer ma route ? Pendant que je regardais, les ombres l'ont avalée, sa forme devenant de plus en plus faible. Finalement, elle était à peine visible, puis plus du tout. Le soleil n'effleurait plus que la pointe des collines et l'obscurité totale s'était emparée de la route. J'ai eu un sérieux frisson dans le dos. Je n'avais pas vraiment peur, j'avais déjà emprunté cette route, plein de fois. Mais putain, ce frisson que j'ai eu. Je me sentais un peu bizarre, vous savez. Ce n'est pas tous les jours que l'on trouve une blonde consciente d'elle-même, déterminée, clairement capable, marchant sur la route au milieu du désert. Mais j'ai décidé de la laisser tranquille. Je devais rentrer chez moi de toute façon. Lorsque ma voiture a commencé à rouler, j'ai cherché à la voir apparaître dans les phares de ma voiture. Je conduisais un vieux modèle de Chevrolet. Ma voiture était vraiment laide, mais elle fonctionnait comme une championne. L'un des phares était dirigé vers l'avant et un peu vers le haut, tandis que l'autre était dirigé vers le côté droit de la route. Je m'étais habitué à ces angles morts bizarres. Mais lorsque je ne l'ai pas vue après 5 minutes de conduite, parce qu'honnêtement j'aurais dû la voir, elle ne pouvait pas être encore si loin, j'ai commencé à m'inquiéter à nouveau. J'ai roulé encore 5 minutes et toujours aucun signe d'elle. Vous savez cette petite voix dans votre tête qui vous dit quelque chose ? Croyez-moi, cette voix est généralement de bons conseils. Et oui, j'aurais vraiment dû l'écouter ce soir-là. Je me suis dit qu'elle avait juste quitté la route pour établir un campement pour la nuit. Je me suis dit que je l'avais peut-être manqué. Mes phares étaient stupides de toute façon. Je me suis dit qu'elle avait peut-être changé de côté sur la route pour pouvoir voir les voitures venant en sens inverse la nuit. Le danger vient toujours de l'avant.
Je me suis dit toutes sortes de choses pour essayer de me convaincre de ne pas revenir sur mes pas pour vérifier si elle allait bien. Mais je l'ai fait. J'ai fait demi-tour au milieu de la route, au milieu du désert, dans ce qui m'a semblé être le milieu de la nuit. Et je suis retourné sur mes pas à la recherche de la randonneuse blonde solitaire. Pendant que je roulais dans la direction opposée, cette petite voix me criait littéralement de faire un autre demi-tour et de rentrer à la maison, illico presto. Cette voix peut être assez têtue, mais d'un autre côté, moi aussi, vous voyez. Et je n'ai pas écouté cette voix. Après avoir roulé 10 ou 15 minutes dans le sens inverse, je me suis convaincu que je ne l'avais pas seulement manquée, mais qu'elle n'était tout simplement pas là. Putain, je devais la retrouver. Je n'avais que cette idée en tête. Mais pourquoi devrais-je m'en soucier ? Pourquoi est-ce que je devrais en faire ma responsabilité ? Je ne suis qu'un mec ordinaire de 24 ans. J'ai pas besoin d'assumer les responsabilités du monde, vous savez. Mais je me sentirais très mal si je rentrais chez moi. Si je m'endormais dans mon bon lit chaud et sûr pour me réveiller demain matin en apprenant qu'une fille a été retrouvée morte dans le désert. Après un nouveau demi-tour précipité, j'ai repris le chemin de la maison. Je me sentais mieux en ayant le nez de ma voiture pointé dans la bonne direction au moins. J'ai arrêté la voiture et j'ai pris mon téléphone portable sur le siège passager. Il n'y avait bien sûr pas de signal ici, donc il était pratiquement inutile. Mais il y avait une lampe de poche. J'ai activé la petite lampe de poche qui m'a semblé être une lueur d'espoir et j'ai quitté la voiture pour aller visiter le coffre. L'obscurité m'a entouré comme une couverture. En fait, ce n'est pas vraiment vrai. Les couvertures sont chaudes et réconfortantes et cette obscurité n'était pas réconfortante. J'ai fouillé dans les affaires de mon coffre et j'ai déterré l'énorme projecteur jaune vif que j'y gardais. Et j'ai sorti 2 de ces réflecteurs d'urgence triangulaires. Une fois le projecteur allumé, j'ai désactivé la petite lampe de poche de mon téléphone portable que j'ai glissée dans ma poche arrière. Et j'ai refermé le coffre pour installer les réflecteurs derrière ma voiture. Je ne voulais vraiment pas que quelqu'un, si quelqu'un arrivait, heurte accidentellement ma voiture. Je me suis dit que j'étais assez responsable, vous voyez ? Quoi qu'il en soit, j'ai finalement tourné cette lumière géante vers le désert sur le côté droit de la route, et je suis resté là, balayant la lumière d'avant en arrière. Je n'ai pas vu grand-chose d'autre que quelques broussailles et un tas de rochers. C'était plutôt plat et sans vie. Peut-être 1 ou 2 cactus de temps en temps, mais pas grand-chose d'autre. Toujours sans bouger de ma position, je me suis retourné et j'ai balayé la lumière sur le côté gauche de la route. Il n'y a rien. Bon sang de bonsoir. De retour sur le côté droit de la route, j'ai regardé mes pieds et j'ai descendu de quelques centimètres de la chaussée sur le sable rocailleux du désert. Prenant une profonde inspiration, j'ai fait une petite prière pour que je retrouve la fille et que tout aille bien. On rigolerait de ma stupidité et je poursuivrai mon chemin. En avançant, j'ai continué à balayer le projecteur lentement d'avant en arrière, d'arrière en avant. C'était si calme ici. Oui, il y avait des bruits occasionnels de petites créatures du désert qui se bousculaient ici et là, mais rien d'important. J'ai écouté attentivement. Je pouvais entendre le crissement de mes chaussures de sport, mais c'était à peu près tout. Après une dizaine de minutes de marche, j'ai décidé de faire un grand arc de cercle et de retourner à ma voiture. Il n'y avait tout simplement rien ici. J'ai tourné un peu et j'ai repris le chemin de ma voiture, en balançant le projecteur comme je l'avais fait jusqu'alors. Et puis, j'ai vu quelque chose. Je ne l'ai remarqué que parce que ce n'était pas à sa place. Une forme allongée au milieu d'un tas de choses plates. La portée de mon projecteur était assez grande, et cette forme, se trouvait à l'extrémité de mon projecteur, sur la gauche. Tout en gardant la lumière fixée sur la forme, je me suis dirigé dans cette direction. J'avais bon espoir, car cela ressemblait, du moins à distance, à un sac de couchage. L'oisillon s'était couché pour la nuit, sous les étoiles et parmi les scorpions du désert. Ah, les scorpions, je déteste ces choses. En me rapprochant, j'ai réalisé que j'avais raison. C'était bien un sac de couchage, et l'espoir a rempli mon cœur
quand j'ai reconnu les fameux cheveux blonds. J'ai appelé, trop fort peut-être dans ce silence de mort. Il n'y a pas eu de réponse. J'avais du mal à croire qu'elle ait déjà pu s'endormir. « Hé, la blonde !» J'ai appelé à nouveau. Je l'ai dit ainsi parce que je savais que ça pourrait la faire réagir. Les filles n'aiment pas vraiment qu'on les appelle par la couleur de leurs cheveux. Je m'attendais à ce qu'elle réponde au moins une fois. Mais rien. Aucun son. Enfin, j'étais à portée de main, et ce que j'ai vu m'a fait sortir le cœur de la poitrine. La fille était là, sur le sac de couchage, sa tête blonde appuyée sur son sac à dos. Au début, j'ai cru qu'elle dormait vraiment, ou du moins qu'elle faisait semblant. Elle avait les mains jointes sur son ventre. Mais quand je me suis approché, j'ai vu que je me trompais complètement. Elle n'avait plus de visage. À sa place, il n'y avait qu'un crâne poisseux. La peau, les yeux, les muscles et les tendons avaient été dévorés par les créatures du désert. Ses cheveux blonds étaient encore en grande partie attachés. L'effet était terrifiant. Ses vêtements étaient sales et déchirés. Je pouvais voir les trous que les charognards avaient faits dans son corps. Je pouvais voir son fémur droit. Je ne pouvais pas détourner le regard. J'étais à la fois terrifié, terriblement curieux. Finalement, j'ai remarqué le sang, séché depuis longtemps, qui s'était accumulé en abondance sous elle. Une énorme tache sombre sur son sac de couchage, le manche d'un grand couteau de chasse qui sortait de sa poitrine, juste sous son sternum. Réalisant la vérité et me sentant soudainement comme un lâche, la gorge nouée, j'ai couru. J'ai couru jusqu'à ma voiture aussi vite que j'ai pu. J'étais si reconnaissant pour ce projecteur géant. Sans lui, je n'aurais jamais retrouvé ma voiture. Je pense que j'ai parcouru les derniers 100 kilomètres qui me séparaient de la ville en 60 minutes environ. Mon premier arrêt a été au poste de police pour signaler ce que j'avais vu. Ce n'est qu'au moment où j'ai commencé à raconter mon histoire que j'ai compris ce que j'avais vraiment vu. La fille avec qui j'avais parlé sur le bord de la route, celle qui m'inquiétait au point de partir à sa recherche, c'était le fantôme du corps que j'avais trouvé, couvert de sang, dans le désert. L'officier à qui je parlais m'a observé attentivement, comprenant en une seconde ce que je venais à peine de comprendre moi-même. Lorsque le jour s'est levé, la nuit la plus longue de ma vie, j'étais à l'arrière d'une voiture de police qui se dirigeait à nouveau vers la route du désert. J'avais essayé de leur expliquer que je ne pourrais plus jamais retrouver l'endroit exact. Tout se ressemblait tellement. Mais ils ont insisté pour que je continue. Au bout d'un moment, l'officier qui conduisait a dit à son partenaire « Regarde, Mick, regarde là !» Il pointait du doigt quelque chose devant lui et un peu à gauche. Je me suis penché pour voir ce qu'il voyait. Il voyait 2 réflecteurs d'urgence triangulaires et de sérieuses traces de dérapage sur l'asphalte. J'avais encore l'article de journal quelque part. Jess, fugueuse, âgée de 18 ans, disparue depuis près d'1 an, a finalement été découverte en plein désert. Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à en tirer, le temps et les éléments avaient effacé toute preuve réelle. On a supposé qu'elle avait fait du stop et qu'elle avait été assassinée par celui qui l'avait prise en charge. Ses parents, en tout cas, étaient heureux de pouvoir enfin tourner la page. Ce que l'article de ce journal ne mentionne pas, en revanche, c'est le moyen par lequel elle a été retrouvée. Les officiers et le rédacteur du journal avaient tous deux décidé qu'il valait mieux ne pas mentionner son fantôme. Et cette fille, elle me hante encore. Je revois encore son visage, si sage et si fatigué, lorsqu'elle m'a parlé quand je lui ai proposé de l'emmener. Je préfère me souvenir d'elle comme ça, plutôt que du squelette cauchemardesque qu'elle était devenue quand je l'ai enfin retrouvée. Des années plus tard, ma mère m'appelle parfois pour me signaler une nouvelle observation. Jess, parfois, parcourt toujours ce long tronçon de route désertique la nuit.